Bon après-midi à tout le monde. Je vous propose de commencer pour qu'on n'ait pas trop de retard. Ce sera plus agréable pour tout le monde et puis pour nos organisateurs aussi. Alors, je vais appeler Louise Jacot-Thierry et je vais demander à Louise et à tous les intervenants qui vont suivre de se présenter parce que nous n'avons pas eu d'informations concernant l'endroit où vous travaillez, vos aspirations. Et donc, soyez gentils de nous dire un petit peu ce que vous faites. Votre formation et où vous travaillez. D'accord, très bien. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Louise Jacot-Thierry. Je suis interne en gynécologie obstétrique au sein du service de gynécologie obstétrique du CHU de Rennes. Voilà. D'accord. Vous êtes bien devant les micros, parce qu'avec la soufflerie, parfois c'est difficile d'entendre. Et dans le fond, surtout, vous nous signalez si vous n'entendez pas bien. Ok, là vous m'entendez mieux ? Ouais. Du coup, je viens vous présenter un travail qui s'appelle Assistance médicale à la procréation et domination masculine, réflexion féministe à propos de la transplantation utérine. Il s'agit d'un travail qui a été effectué dans le cadre de mon Master 2 en sciences politiques, action, santé publique, à l'université Gustave Eiffel de Paris-Est Marne-la-Vallée. Il emprunte le cadre conceptuel des études de genre. Donc les études de genre, c'est l'ensemble des recherches qui a pour objet le féminin et le masculin, que ce soit dans le domaine de l'histoire, de la philosophie, de la sociologie, etc. Dans ce travail, c'est une revue de la littérature, de l'épistémologie féministe au sujet de l'assistance médicale à la procréation, afin de penser l'impact de la transplantation utérine sur la condition des femmes. Est-ce qu'il s'agit d'un outil de libération de la femme ou au contraire d'aliénation des femmes ? Et quel est l'impact de la généralisation d'une telle technique sur la reproduction des inégalités de genre ? Donc déjà, un bref rappel de la notion de genre. Le genre, c'est un système de division de la population en deux catégories, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, et de leurs assignations qui leur sont attribuées. Par exemple, le bleu pour les garçons, le rose pour les filles, la raison, la force, l'extériorité pour les garçons, l'émotion, la passivité, l'intériorité pour les femmes. Françoise Héritier, une anthropologue, montre que dans la quasi-totalité des populations et des civilisations, il y a une répartition inégale entre les femmes et les hommes, entre les sexes, qui sont les deux grandes catégories créées par le genre, entre les ressources, les postes de pouvoir et les valeurs symboliques. C'est ce qu'elle appelle la valence différentielle des sexes. Ces structures matérielles, donc les ressources, le pouvoir, et symboliques, le fait de dévaloriser systématiquement des assignations féminines, c'est ce que Pierre Bourdieu, célèbre sociologue, appelle la domination masculine. Les études de genre proposent une critique des sciences qu'elles appellent la théorie des savoirs situés. Elles proposent le fait que les productions scientifiques ne sont pas neutres. En effet, elles sont le produit de scientifiques qui travaillent dans une société, qui sont situés dans une société patriarcale, et donc les valeurs de ces scientifiques sont intégrées aux techniques. Elles sont alors invisibilisées et sont comme des allants de soi. Ces chercheurs et chercheuses proposent un travail de conscientisation de ces valeurs intrinsèques aux techniques, et donc de prendre la mesure de la partialité des techniques, et afin de ne pas les nier, pour ne pas participer à l'oppression sociale dont pourraient être tirées les origines de ces techniques. Concernant l'AMP et la transplantation utérine, les lignes argumentaires sont particulièrement nombreuses, riches, plurielles et contradictoires. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter uniquement un échantillonnage, parce qu'on n'a pas le temps de toutes les parcourir. Donc, parmi les plus technophobes, il y a les féministes matérialistes, qui, par exemple, redoutent que le développement de techniques en AMP, et notamment de la transplantation utérine, renforce la représentation du corps féminin comme étant un corps voué uniquement ou préférentiellement à la procréation et donc à la maternité. Or, pour elles, la maternité est un des principaux leviers de domination masculine parce qu'elle assigne les femmes à la maison, donc dans une dépendance affective et économique.
D'un autre côté, elles alertent aussi quant au risque d'exploitation du corps procréateur et du désir de maternité de ces femmes qui font d'elles des cobayes idéales au service de scientifiques qui servent leurs propres intérêts dans le cadre de protocoles de recherche, donc plutôt des intérêts de progrès, d'ambition, de publication, etc. Donc ces femmes qui ont un désir de maternité lui-même construit socialement à des fins d'assignation et d'aliénation se voient manipulées par les scientifiques contre leurs intérêts. De l'autre côté, et à l'inverse, donc les scientifiques plutôt pro-techniques, les féministes libérales refusent de voir ces femmes comme des victimes, des dupes du patriarcat, et elles prônent les capacités d'autodétermination de ces femmes. Les techniques de procréation médicalement assistée, et notamment la transplantation utérine, devient donc un outil à disposition des femmes pour avoir plus de liberté reproductive et donc de jouir de plus d'autonomie. Si on va faire un tour dans les théories queer, le fait que la transplantation utérine donne la possibilité théoriquement aux hommes et aux femmes transsexuelles d'avoir des grossesses augmente la plasticité corporelle. Et en ça, on peut y voir une technique de résistance où la technique chamboule, ébranle la notion d'identité sexuelle qui jusqu'à là était considérée comme une norme naturelle et quelque chose d'immuable. Elle ébranle les catégories binaires homme-femme, et en cela, c'est comme un réinvestissement subversif de la nature qui montre qu'il n'y aurait pas de normes naturelles. Donc on voit bien que ces lignes argumentaires sont plurielles et contradictoires, mais elles ont toutes un point commun, c'est de remettre du politique là où on ne pouvait penser que c'était quelque chose de neutre, de naturel, ou alors de l'ordre de l'intime, du choix personnel. On re-questionne les rapports de pouvoir dans cette intimité. Et à l'heure où les débats sociétaux sont de plus en plus présents et vifs, où la demande sociétale envers le corps médical est importante, le CHU de Rennes a choisi de favoriser la recherche dans le domaine des sciences sociales en parallèle des protocoles de recherche clinique, afin d'apporter une réponse scientifique aux débats de société et de permettre au développement de la transplantation utérine de se faire sur des bases plus solides et peut-être sereines. Je vous remercie de votre attention. On se faisait la réflexion avec Janine que c'est tout à fait extrapolable aussi à l'autoconservation ovocytaire pour raisons sociétales. Il y a deux façons de voir les choses. Apple, Google qui proposent de vitrifier gratuitement pour leurs employés. Les médias ont trouvé que c'était hyper féministe de faire ça. Moi, je me souviens de ma réaction, moi qui suis médecin de reproduction, et Janine, je pense que tu as le même genre de réaction, c'est que je me suis dit, mais c'est tout le contraire. C'est pas du tout, c'est une injonction à le faire, et le remboursement en France, c'est une injonction à culpabiliser si on le fait pas ou si on n'y a pas encore pensé, quoi. Donc c'est extrêmement pervers. Mais c'est très intéressant. On sera intéressé d'avoir les résultats de là-dessus. J'ai présenté l'autoconservation hier et effectivement, comme dit Christine, certaines femmes n'osent même pas dire qu'elles vont autoconserver par peur d'être stigmatisées. Certaines ne voient pas le lien entre égalité homme-femme et d'autres disent que c'est un outil effectivement de progression, quoi. Mais voilà, on sera très intéressés. Quand est-ce qu'on aura quelques chiffres ? Le mémoire est produit, j'espère pouvoir le publier. Là, j'ai présenté dans les grandes lignes, quelques lignes argumentaires, mais c'est tellement riche qu'en 7 minutes. Voilà. Mais pourquoi avoir choisi la transplantation utérine ? Parce que c'était un projet de service. Parce que c'est un projet de service et que, au même titre que les grands progrès des grandes techniques, des nouvelles techniques, on peut imaginer que ça puisse faire débat dans le milieu féministe ou même dans une société plus large. Et donc, c'est intéressant de se poser la question quand à l'aube de développer une technique. Voilà. De se la poser différemment, oui, c'est très bien. Oui, c'est bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Donc, Anna Malafré,
qui nous parle de vitrification ovocytaire pour raisons sociétales. Ben justement, on en parlait. Est-ce que vous voulez bien vous présenter également? Bien sûr. Merci. Bon. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être venus à la présentation. Moi, je suis Dr Anna Malafré. Je travaille en tant que gynécologue et spécialiste en PMA à la clinique Eugène à Barcelone et j'appartiens aussi au groupe de génétique de la clinique. Alors, je vais présenter notre expérience, que c'est 10 ans de préservation de la fertilité pour des raisons sociétales. Alors, on va faire un peu le point. Vous savez, la situation socio-démographique, comme bien a parlé ma collègue, elle a changé les dernières années. La femme a intégré le monde du travail. Parfois, ce n'est pas facile de trouver un partenaire pour le projet de maternité. Les stabilités économiques aussi, c'est compliqué. On développe nos carrières professionnelles grâce à des longues études et parfois aussi même on priorise d'autres projets. Ça fait que l'âge de premier enfant en France soit retardé de 28 ans jusqu'à 30,7. En Espagne, on est même un peu plus tard, on a 32,2 dans le secteur public et 34 dans le secteur privé, de la médecine privée, pour le premier enfant. Ça fait que ça retarde aussi la possibilité d'avoir d'autres enfants. Mais vraiment, quel est l'impact de cette retardation dans la réserve ovarienne? Et vous savez que la réserve ovarienne, elle s'évalue sur 3 paramètres, surtout clinique, biologique et échographique. Le clinique, c'est surtout l'âge qui est en lien avec la qualité. Plus on avance dans l'âge, plus les ovocytes ont de difficultés pour réparer les petites erreurs ou les embryons font plus d'erreurs quand ils se divisent. Les facteurs biologiques, c'est la détermination de la FSH et de l'estradiol et aussi de l'hormone antimullérienne, que c'est un critère plus objectif pour voir un peu la réserve, et aussi l'échographie en début du cycle pour voir le numéro de follicules. En gros, plus avance l'âge, plus la réserve ovarienne elle est faible. Alors, à partir de quel âge elle commence à diminuer? C'est surtout à partir de 35 ans. C'est l'âge limite qu'il faut connaître, parce que vous voyez sur le graphique, la fertilité commence à diminuer un tout petit peu à 35 ans, et à 37 ans, elle chute un peu plus fort. Et en ce qui concerne les fausses couches, c'est à l'inverse. Les fausses couches commencent à augmenter à partir de 35 ans et augmentent le risque de fausses couches de façon exponentielle à partir de 37 ans. Alors, il faut que les femmes aient cette information. D'accord ? Ça, c'est une donnée générale. À la clinique, on a un algorithme d'intelligence artificielle qui permet de personnaliser le taux de grossesse de chaque femme en introduisant les critères que je vous ai parlé auparavant, biologiques, échographiques et biochimiques, et aussi, s'il y a un partenaire, les critères du partenaire. Et ça donne un taux de grossesse cas par cas, plus individualisé, que parfois ça permet aux femmes d'être plus conscientes des chances qu'on a. Après, comment ça fonctionne la procédure en elle-même? C'est une stimulation ovarienne sur 10-12 jours. On fait des piqûres journalières avec de la FSH, parce que le but, c'est qu'il y ait FSH suffisante pour tous les follicules et qu'on ait le maximum de follicules par tentative. Et on le fait sous un protocole antagoniste et on déclenche l'ovulation avec un agoniste de la GnRH, ce qui nous permet d'éviter le risque d'ovulation spontanée et de hyperstimulation. Et on passe au bloc opératoire, on prélève les ovocytes et on les vitrifie. Donc, c'est un traitement d'autour de 12 jours. Et combien d'ovocytes doivent être vitrifiés? Mais plus il y a d'ovocytes, plus le taux de naissance vivante est élevé. Il y a l'âge qui a un fort impact. Alors, moins de 37 ans, on conseille entre 15 et 20 ovocytes mûrs pour avoir un 70-80% des chances d'avoir un enfant. Au-delà de 40 ans, on conseille avoir 20 ovocytes mûrs, ce qui est très compliqué, pour avoir 40% d'avoir de chance un enfant. Après, si on regarde de plus près, on voit que le taux de nouveau-né par ovocyte, c'est de 6,4%. Et vous voyez en bas comment ce taux de réussite diminue en fonction plus l'âge avance. À base de 8,2 à 2,5 au-delà de 40 ans. Alors, mais quel est le profil des femmes qui vitrifient? Je vais vous parler là de notre expérience entre 2011 et 2019. On a fait 1590 cycles sur 1481 patientes et vous voyez le plus important, comment l'âge moyen a diminué. Au début, l'âge moyen c'était 40 ans, que c'est un âge un peu trop tard. Et petit à petit, on est conscient de cette problématique et maintenant on a un âge moyen de 36,9 ans, que c'est encore
un peu limite. Et quels sont les résultats? Mais les résultats globaux des ponctions folliculaires, vous voyez en 2011, l'âge moyen, comme je vous ai dit, c'était 40 ans, et on avait une moyenne de 7,4 ovocytes mûrs. Et en 2019, on a diminué l'âge de 3 ans, on avait un âge moyen de 37,2, et on avait 9,2 ovocytes mûrs en moyenne. Alors, 20% de patientes ont dû faire plus d'une ponction pour récupérer au moins 10 ovocytes mûrs. Et ça, vous le voyez sur le graphique. La ligne orange, c'est l'âge qui diminue. Et en parallèle, la ligne bleue, c'est les ovocytes mûrs qui augmentent. Alors, et ensuite, qui revient pour les utiliser, non? Parce que finalement, c'est un peu le but de la vitrification. Alors, pour la deuxième phase de la préservation de la fertilité, sur les 1481 patientes, il n'y en a que 123 qui ont fini par les utiliser pour l'instant. C'est une returning rate de 8,3%. Ces données, elles datent, c'est jusqu'à 2019. On est en train d'actualiser jusqu'à 2022. Et là, on a presque un 12% déjà. L'âge moyen du transfert, c'est 41 ans et demi. Et l'âge moyen de la vitrification de ce groupe de femmes qui sont revenues, c'était 38,5 ans. Alors, et qui vient, non? Pratiquement, lorsqu'ils sont venus vitrifier, 100% c'était des femmes sans partenaire. Et quand ils viennent pour les utiliser, dans un deuxième temps, 48% ont un partenaire masculin, 5% une partenaire féminine et 45% n'ont pas de partenaire. D'accord? Alors, et quels sont les résultats de cette femme? Le taux de survie des ovocytes à la décongélation, c'est 86%. Le taux de fécondation, c'est 65%. Et le taux moyen de grossesse, c'est 32,8%. D'accord? Mais on peut voir la différence entre les ovocytes qui ont moins de 36 ans, où le taux de grossesse, c'est 46,7%. Entre 36 et 40 ans, on a un taux de grossesse de 34,2%. Et au-delà de 40 ans, le taux de grossesse, c'est de 22,6%, le taux de test positif de grossesse. Alors, quel message doit-on retenir? Que la fertilité dépend de l'âge, que c'est notre responsabilité des médecins généralistes et des sages-femmes et de tous les médecins qu'on est en contact avec les patients, de les informer de l'importance de l'âge et qu'il y a chaque jour, on développe des outils qui nous permettent de personnaliser le risque du taux de réussite. Et bon, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, merci. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Moi, j'ai une question. Il y a très peu de femmes qui reviennent, donc c'est un taux de réutilisation de 8%, qui est forcément biaisé, parce qu'il faut revenir en Espagne pour réutiliser. Il y a un coût pour la réutilisation. Est-ce que vous faites des questionnaires pour savoir si elles ne reviennent pas utiliser parce qu'elles ont rencontré quelqu'un et elles sont tombées enceintes, ou parce qu'elles sont freinées pour des raisons économiques? Est-ce que vous avez une notion un petit peu de... Oui, on est en train de faire une étude. On est en train de faire une étude sur ça, mais bon, on n'a pas encore les résultats. Mais bon, c'est vrai que le but de la vitrification, c'est de ne jamais les utiliser. Oui. C'est qu'elles soient là de backup. Mais ça augmente. On a un retour, je vous dis, dans ces 2 dernières années que je n'ai pas mis parce qu'on est en train de faire les numéros là, on a 12% de returning rate, que c'est quand même 4%, c'est important en 2 ans, le changement. Ah oui, d'accord. Et on a aussi des meilleurs résultats parce que l'âge plus tard, c'était plus faible. Moi aussi, j'ai une question. Le but, c'est de ne pas les utiliser, c'est vrai. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'ovocytes que ces femmes vont donner après pour un programme de don d'ovocytes? Alors, en Espagne, pour le don, il faut avoir les mêmes prérequis que pour une donneuse, c'est-à-dire il faut avoir moins de 35 ans. Alors, il n'y a pas encore beaucoup de femmes de moins de 35 ans qui aient tous les critères pour faire un don, mais oui, sûrement, il y en a qui... Si elles ont les mêmes prérequis qu'on demande pour une donneuse, c'est une chose que si la femme, elle veut, c'est très possible de le faire. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non? Moi, j'en profite encore. J'ai le micro, il n'y a pas de questions. Quand vous nous donnez des pourcentages, c'est des pourcentages de grossesse par transfert qui sont tout à fait honorables. Bravo. Hein. Oui, c'est pas le bébé. Voilà. Le bêta-HCG, c'est quoi? C'est BTHCG. C'est le test de grossesse. Le test de grossesse, oui. Nous, on n'exprime pas. Ce qui est quand même intéressant, c'est le premier chiffre que vous aviez donné globalement
avant, c'est-à-dire le taux de grossesse ou le taux d'enfants nés par ovocyte. Parce que là, on voit bien qu'il y a des ovocytes qui ne survivent pas à la décongélation, des embryons qui n'arrivent pas jusqu'au transfert. Exactement. Donc, c'est vrai que c'est biaisé, quoi. C'est pour ça qu'il faut surtout informer aux femmes de le faire le plus tôt possible, parce que la rentabilité d'un traitement à 25, 28, 30 ans, c'est pas la même chose qu'à 40, 38 ans. On ne conseille pas de le faire. Ce qui est très intéressant, c'est la phrase que vous avez dite. Et en France, je suis pas sûre que dans la nouvelle loi, on pense de la même façon. Si vous avez dit les ovocytes ne sont pas faits pour être utilisés. C'est donc une fonction de banking pour le cas où. C'est comme ça que c'est pensé chez vous. Oui. Et nous, ici, dans l'esprit de la loi, c'était de faire de la médecine préventive. C'est-à-dire préventive de l'infertilité et d'utiliser ce qu'on a. Et peut-être aussi préventive de malformations ou de. C'est pas pensé de la même façon. C'est intéressant de voir. Je pense que ça va être notre travail à nous dans les années qui viennent. Là aussi, pour les chiffres de CCO obtenus par rapport à l'âge, Oui. je pense qu'il faudrait mentionner qu'on ne simulait pas de la même façon en 2011 et en 2020. Et qu'en 2011, c'était plutôt des protocoles longs et on ne mettait pas beaucoup de gonadotrophine par peur de l'hyperstimulation ovarienne. Oui. Alors qu'en 2020, c'est des antagonistes et aogines, on déclenche toujours par un agoniste. Et parce que la différence, elle est énorme. Hein, de 4 ovocytes entre 37 et 40 ans, c'est énorme. Donc je pense qu'il faut tempérer un peu. Oui, heureusement, on s'est amélioré dans tous les sens, un peu, avec les progrès. Merci. C'est intéressant. Merci beaucoup. Merci. On appelle Axel Verrier, qui va nous présenter endométriose avant et après une première grossesse obtenue par fécondation in vitro, étude qualitative. Merci de te présenter. Merci bien. Bonjour, du coup moi je suis Axel Verrier, je travaille entre Aix et Marseille, je suis en fin d'internat. Et je m'intéresse donc à la PMA, chirurgie de l'infertilité. Voilà. Donc bonjour à tous, je remercie le comité d'organisation de PSF de me permettre de présenter cette étude qualitative intitulée endométriose avant et après une première grossesse obtenue par FIV. Donc nous nous sommes intéressés à ce sujet car l'évolution de la symptomatologie douloureuse pendant et après la grossesse a été très peu étudiée. Il est désormais communément admis que l'endométriose est une maladie qui progresse lentement et de façon inconstante. Durant la grossesse, l'élévation des taux de progestérone serait responsable du phénomène de décidualisation et d'atrophie de l'endomètre ectopique. Cela conduirait alors à une régression des lésions d'endométriose. Mais paradoxalement, cette régression radiologique, on va dire, n'était pas systématiquement associée à une régression des symptômes. Une période d'accalmie des symptômes a été mise en évidence par l'équipe d'Alberico en 2018 chez 131 femmes dans une étude quantitative rétrospective. Cependant, 84% d'entre elles avaient une récurrence qui était douloureuse et ça arrivait environ dans les 2 ans, en fait, après l'accouchement. Et du coup, se posait la question pour nous de l'effet bénéfique à long terme de la grossesse sur les symptômes de l'endométriose. Donc l'objectif de notre étude était de préciser le vécu de femmes infertiles qui souffraient d'endométriose avant et après une première grossesse obtenue par fécondation in vitro. Nous avons donc mené une étude qualitative par la réalisation d'entretiens semi-dirigés. Les femmes interrogées étaient atteintes d'endométriose sévère, diagnostiquées chirurgicalement ou radiologiquement, avaient au moins un symptôme lié à l'endométriose avant leur grossesse. Et donc elles devaient avoir bénéficié d'une fécondation in vitro qui ait abouti à une naissance d'un enfant en vie en bonne santé. Ensuite, les données ont été recueillies, codées et analysées par une approche inductive selon le principe de l'analyse thématique. Concernant nos résultats, donc l'étude a été arrêtée à l'issue de 15 entretiens, lorsque aucune nouvelle donnée n'a émergé selon le principe de la saturation des données. Donc, 9 femmes sur les 15 ont développé une complication obstétricale
Pourtant, toutes les femmes exprimaient un vécu positif de la période de la grossesse, malgré leurs hospitalisations, malgré des surveillances qui pouvaient être accrues. 1 an après leur accouchement, seules 3 femmes avaient repris un traitement hormonal. Et enfin, 12 des 15 femmes déclaraient avoir connu une recrudescence de leurs symptômes plus d'1 an après leur accouchement. Donc finalement, 3 principaux thèmes ont émergé des 15 entretiens et qui reflètent, d'après nous, chronologiquement 3 séquences de vécu. Premièrement, le vécu de l'endométriose pendant la prise en charge en fécondation in vitro. Deuxièmement, le vécu de la disparition de ces symptômes immédiatement après la grossesse. Et enfin, le vécu de la réapparition des symptômes. Donc, concernant le vécu pendant la prise en charge en fécondation in vitro, on remarquait que l'arrêt du traitement hormonal contraceptif au moment du projet de grossesse marquait un certain réveil de la maladie. Les femmes décrivaient alors une ambivalence entre leur désir de grossesse spontané et la nécessité de reprendre un traitement pour ne pas souffrir. Par ailleurs, la sexualité était également devenue un sujet tabou du fait des dyspareunies qui pouvaient reprendre et une notion de course contre l'infertilité qui menait à une planification des rapports malgré les douleurs. Ensuite, on avait remarqué que plus de la moitié des femmes interrogées avaient été hospitalisées. Pourtant, toutes, elles décrivaient une grossesse comme une période d'accalmie, un vécu assez positif. Et cette régression des douleurs était interprétée comme un véritable espoir de guérison pour certaines femmes, une guérison naturelle en fait. Cette croyance, disaient les femmes, était favorisée soit par le discours de professionnels de santé, soit par des informations qui avaient pu être lues sur Internet. Ensuite, l'amélioration transitoire des symptômes après la grossesse leur avait permis de reprendre des activités, favorisant une certaine normalisation de leur vie sociale. Plusieurs femmes ont aussi décrit de nouvelles aspirations professionnelles par la construction de projets plus ambitieux qu'auparavant. Puis, après une période variable en durée, mais généralement supérieure à 1 an, les symptômes réapparaissaient progressivement. Le plus souvent, cette période qualifiée de lune de miel, où les femmes avaient été convaincues que la grossesse avait permis de guérir définitivement l'endométriose, avait laissé place à des sentiments de déception et de désillusion assez marqués. Les femmes exprimaient un retour à la banalisation de leur état de la part de leur entourage. En effet, les proches avaient souvent assimilé l'endométriose à l'infertilité et par conséquent, ils pouvaient les estimer guéris. Au fur et à mesure que les symptômes réapparaissaient, les femmes évoquaient une dégradation des relations avec leurs partenaires. Elles affirmaient avoir ressenti la lassitude de leurs compagnons vis-à-vis de leurs symptômes, avec un désintéressement vis-à-vis de leur maladie. Donc, à notre connaissance, cette étude qualitative est le premier travail sur le vécu des femmes infertiles souffrant d'endométriose avant et après une grossesse. Nos résultats suggèrent que pendant la grossesse et pour une durée qui est quand même variable, les femmes ont l'illusion momentanée d'être guéries de l'endométriose. Et la recrudescence des symptômes est vécue très négativement par les femmes. D'abord comme une déception, puis par une résignation, un renoncement à des projets d'une vie normale. Donc, comme la majorité des femmes de notre étude l'ont rapporté, le mythe de la grossesse comme un traitement de l'endométriose semble encore largement ancré parmi les professionnels de santé. Non seulement aucune donnée de la littérature scientifique ne permet d'affirmer cela, mais l'affirmer à tort semble avoir un impact négatif. Cela semble être à l'origine de faux espoirs pour les femmes et par conséquent un retard à la reprise d'un traitement hormonal ou un vécu dégradé de la reprise des symptômes. Il est donc indiscutable que la grossesse est un sujet incontournable et central dans le projet de soins des patients souffrant d'endométriose. Et si ces femmes doivent être informées précocement du risque d'infertilité, accompagnées dans leur projet de grossesse, la décision d'une grossesse ne devrait pas être influencée par l'effet positif ou non sur l'évolution de l'endométriose. Voilà, je vous remercie pour votre attention. S'il y a des questions. Merci. Je trouve ça très intéressant parce que c'est vrai que ce mythe dont tu parles est effectivement encore bien ancré. On a l'impression d'une guérison quasi définitive. Voilà. D'abord, est-ce que tu veux
Je n'ai pas très bien compris. Est-ce que tu pourrais repréciser pourquoi vous vous êtes arrêté au bout des 15 patientes? Saturation des données, Ouais. qu'est-ce que ça signifie? Alors, en fait, à partir des études méthodologiques, des analyses qualitatives, du coup, par opposition à quantitatives, on remarque qu'il suffit, entre guillemets, de 10 à 30 patients, dans la majeure partie des cas, pour arriver à avoir des données de qualité. Et en l'occurrence, au bout de 15 entretiens, c'est vrai qu'on retrouvait une forme de redondance dans le discours des femmes, et les données qu'on codait, qu'on catégorisait, qu'on analysait, on retrouvait la même chose. Après, peut-être que si on interrogeait 100 femmes, on pourrait aller plus loin, mais ça permet déjà d'avoir une vision assez globale du phénomène, et c'est en aucun cas quelque chose sur lequel on peut tirer des conclusions, mais ça permet de laisser des ouvertures pour d'autres études quantitatives cette fois. Ouais. Et est-ce que tu penses qu'on aurait la même chose concernant le vécu de grossesse issue dans un contexte d'endométriose après une chirurgie? Il y avait, vous voulez dire par rapport à la chirurgie de l'endométriose? Non, oui, versus FIV. Versus FIV. Du coup, nous, on s'est basé sur des patientes qui avaient eu une FIV, et donc il y avait un certain délai. C'était pas mal de patientes opérées, hein. Il y avait 13 sur les 15 patientes qui avaient déjà été opérées. Donc peut-être que maintenant que l'on opère un peu moins les patientes, on pourrait remener une étude similaire. Ça serait peut-être intéressant de voir ce que racontent les femmes qui ne sont pas passées par la FIV pour avoir leur grossesse après la chirurgie. Ouais. Peut-être que le vécu serait différent. Oui, tout à fait. La passage en FIV impacte énormément sur la qualité de vie des femmes. Il y a encore peu d'études qualitatives en AMP. Ouais. Il y a des études de qualité de vie qui est complètement différent, mais les études qualitatives, c'est une méthodologie à laquelle on n'a pas l'habitude, cette histoire de saturation des données. Mais je suis sûre c'est une bonne idée d'avoir fait ça, parce que je suis sûre qu'il y a énormément à faire. Mais c'est difficilement publiable dans nos revues de reproduction. C'est vrai. Ceci dit, si tu faisais comme l'idée de Janine, que tu comparais avec une série post-chirurgie seule, enfin, tu vois. Oui, pour essayer d'avoir un déjà contrôle. voir à quel niveau, à quel moment tu aurais ton effet de saturation des données. Ça serait peut-être pas au bout de 15 patientes. Enfin, tu vois, ça serait super intéressant. Et ça, c'est publiable. Ouais, non, mais bravo. Hein. C'est une piste. C'est très bien. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que quelqu'un a envie de poser une question? Bon, je vous remercie. Merci. Nous accueillons Sivar Jou, excuse-moi, pour la stimulation ovarienne urgente pour la préservation de la fertilité. Bonsoir, je voudrais remercier le comité d'organisation de m'avoir associé à cette honorable session. Je m'appelle Sivar Jou, en fait. Ce travail a été fait dans le cadre de ma thèse de doctorat en médecine, encadré par le professeur agrégé Dr Marwan Braham, qui est parmi nous aujourd'hui. Et je vais vous parler de la préservation de la stimulation ovarienne urgente pour la préservation de la fertilité. Les 2 dernières décennies ont été marquées par une flambée de la prévalence du cancer dans le monde et surtout chez les femmes jeunes. On estime actuellement que 1% de la totalité des cancers sont diagnostiqués avant l'âge de 35 ans. Heureusement que parallèlement à la flambée de cancer, les thérapeutiques anticancéreuses ont connu un véritable essor qui a permis l'amélioration de la survie et de certains aspects de la qualité de vie. Malheureusement, pas tous les aspects, puisque certains se trouvent entravés par la gonadotoxicité, qui peut entraver le rêve d'avoir un enfant et une bonne qualité de vie. De ceci a été née la sous-spécialité de l'oncofertilité, et la préservation de la fertilité est devenue possible avant tout traitement gonadotoxique. Actuellement, la technique validée est la vitrification ovocytaire et embryonnaire après stimulation ovarienne. On sait tous que pour les patientes candidates à une aide médicale à la procréation, la stimulation au cycle antagoniste commence au début du cycle menstruel, ce qui demande un délai de 5 à 30 jours selon le jour du cycle menstruel auquel la patiente a consulté. Ceci est malheureusement inadmissible
devant le contexte d'urgence à instaurer une thérapeutique anticancéreuse, d'où la nécessité d'une stimulation ovarienne urgente pour préservation de la fertilité. Ceci est devenu possible grâce à la théorie révolutionnaire des vagues folliculaires multiples durant un cycle menstruel. La stimulation ovarienne peut alors être débutée à n'importe quel jour du cycle menstruel et le principe de Random Start Ovarian Stimulation ou stimulation ovarienne à début aléatoire était adopté. Notre étude avait pour objectif d'évaluer l'efficacité et l'efficience de la stimulation ovarienne débutée à n'importe quel jour du cycle menstruel en comparant les résultats de la stimulation ovarienne débutée pendant les différentes phases du cycle chez les patientes candidates à une préservation de la fertilité. Pour ceci, nous avons mené une étude descriptive entre janvier 2015 et septembre 2020 qui a porté sur toutes les patientes adressées au service de gynécologie obstétrique et de médecine de la reproduction de l'hôpital Aziza Othmana pour préservation de la fertilité. L'étude avait inclus toutes les patientes qui n'avaient pas de critères d'exclusion, à savoir un âge supérieur à 40 ans, des antécédents de chimio ou de radiothérapie ou un taux d'hormones antimullériennes indétectable. Ceci se faisait au sein d'une consultation urgente d'oncofertilité où une évaluation de la réserve ovarienne était faite par dosage de l'AMH et un compte de follicule en trop. La procédure était expliquée. La stimulation était débutée le jour de la consultation chez les patientes consultantes. Un délai de réflexion de 1 à 3 jours était accordé pour les réticentes. Nous avons utilisé soit un protocole antagoniste, soit un protocole avec progestatif adopté plus récemment pour les patientes qui n'ont pas de pathologie hormonodépendante. Pour ce protocole, le blocage commençait dès le premier jour de la stimulation ovarienne et une adjonction de létrozole à la dose de 5 mg par jour était faite pour les patientes ayant des pathologies hormonodépendantes. Les patientes ont été scindées en 4 groupes selon le jour du cycle menstruel auquel elles ont consulté. Les patientes de la phase folliculaire précoce entre J1 et J9 du cycle, les patientes en phase folliculaire tardive attestées par la présence d'un follicule dominant supérieur à 14 mm qui ont été divisées en 2 groupes selon le fait que ce follicule a été déclenché ou pas avant la 48 heures avant le début de la stimulation. Et le groupe phase lutéale qui a inclus toutes les patientes qui ont consulté après le 14e jour du cycle menstruel. Le déclenchement a été fait majoritairement par triptorylline à la dose de 0,2 mg. La ponction a été faite soit par voie transvaginale, soit par voie pérurétrale transvésicale pour les patientes mineures ou vierges qui étaient réticentes à la voie vaginale. Nous avons eu un total de 531 patientes. 301 patientes étaient retenues pour stimulation ovarienne, dont 265 patientes ont eu une stimulation réussie, 77 patientes étaient à la phase folliculaire précoce au début de la stime, 46 à la phase folliculaire tardive et 141 à la phase lutéale. Pour les paramètres descriptifs de la totalité de la population ayant été retenue pour stimulation, l'âge moyen était de 26,52 avec des extrêmes allant de 14 à 41 ans. Le statut marital des patientes était célibataire dans la majorité des cas. Le profil pathologique était dominé par le cancer du sein et le lymphome hodgkinien. La durée moyenne de la stimulation était de 9,7 jours et la quantité moyenne de gonadotrophine était de 2714 unités internationales. Le nombre moyen de follicules supérieur à 15 mm le jour du déclenchement était de 9,13. Le nombre de complexes cumulo-ovocytaires recueillis avait une moyenne de 10. En bref, on a eu 21 ponctions blanches, 15 arrêts de la stime, 265 réussites de préservation de la fertilité, dont 221 patientes ont eu une congélation d'ovocytes, 36 une congélation d'embryons et 8 une cryopréservation d'ovocytes et d'embryons. On a ensuite procédé à la comparaison des 4 groupes pour chercher une différence. Les patientes étaient appariées sur le plan paramètres cliniques puisqu'il n'y avait pas de différence statistiquement significative entre les patientes concernant l'âge, le statut marital, la gestité, la parité ainsi que le profil pathologique. Les réserves ovariennes des patientes
aussi été statistiquement similaires. Les protocoles étaient employés d'une façon statistiquement similaire entre les patientes des 4 groupes. Passons aux résultats de la STIM. Concernant la durée de la stimulation ovarienne, on a eu une différence statistiquement significative en faveur des patientes qui étaient à la phase folliculaire précoce, qui avaient la durée la plus faible, ainsi que pour la quantité de gonadotrophine consommée. Les patientes de la phase folliculaire précoce avaient aussi la quantité de gonadotrophine consommée la plus faible. Mais aucune différence statistiquement significative n'a été trouvée concernant le nombre de follicules de taille supérieure à 15 mm le jour du déclenchement, ni pour le nombre d'ovocytes recueillis, et surtout pas pour le nombre de méta-2 vitrifiés, qui est le paramètre essentiel de jugement. Il paraît que la nature de matériel cryoconservé ne dépendait pas de la phase de début de la stimulation, ainsi que la réussite de la préservation qui ne semble pas être influencée par la phase du début de la stimulation. En bref, pour conclure, les 20 dernières années, on a été foudroyé par une flambée de cancer chez la femme jeune. Heureusement, la préservation de la fertilité est désormais une partie intégrante dans le traitement du cancer chez la femme jeune. Le Random Start est actuellement le nouveau gold standard, puisque les résultats sont équivalents, quelle que soit la phase du cycle, au début de la stimulation. Mais la lutte continue sous nos cieux afin de donner à un maximum de femmes la chance de donner la vie après la survie. Merci pour votre attention. Bravo, vraiment, c'est une grosse série, une belle série. On reconnaît une certaine patte dans les protocoles de stimulation. Vous êtes passé très vite sur la diapo où vous utilisez le Dufaston, enfin la dihydrogestérone. Oui, la dihydrogestérone. Combien vous avez de cycles avec ce protocole-là? Parce que ça, on n'a jamais essayé et c'est intéressant. Donc ça vous permet de faire des économies, j'imagine, pour les patientes en termes de protocole. Oui, surtout. Et donc vous commencez quand alors Le blocage était commencé pour le nombre de cycles, je vais vérifier. Le blocage commençait dès le premier jour de la stimulation, c'est-à-dire en même temps que les gonadotrophines, pour espérer avoir un blocage efficace. Et quelle dose vous mettiez alors? Qui est le cas. Une dose de 1 comprimé x 3 par jour. D'accord. Et les LH ne montent pas Pour le protocole progestatif, on a eu 15 et 23, du coup 58 cycles. Ah oui, c'est intéressant. Oui, mais il n'y avait pas plus de ponction blanche chez ces patientes-là, enfin pas d'autres. Et c'est seulement jusqu'à septembre 2020, parce que actuellement, si on voit nos résultats de 2021, il y aurait beaucoup plus, parce que le protocole a été adopté en 2019. Ouais. Maintenant, chez toutes les patientes qui n'ont pas de pathologie hormonodépendante, le Dufaston est employé en première intention pour le blocage. C'est très intéressant. Vous le laissez combien de jours? Jusqu'au déclenchement. Oui, du premier jour jusqu'au jour du déclenchement. Et vous déclenchez quand même par décapeptile ou par Ovitrel? Par décapeptile. L'Ovitrel est réservé aux patientes qui ont encore une immaturité de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Oui, bien sûr. Patientes jeunes. Oui, patientes très jeunes. Ou une LH qui serait très basse. Oui. Pour les patientes jeunes, on fait actuellement un dosage de LH au début de la STIM pour avoir une idée, pour ne pas être surpris, quoi. Avec le Dufaston, ça mérite vraiment une publication, parce que c'est pas connu. Enfin, je pense pas. Bravo, merci beaucoup. Merci pour vous. Personne ne voulait poser de questions dans la salle? Comme quoi les contraintes, que ce soit de loi ou de finances en AMP, c'est ce qui donne des idées et qui crée des opportunités partout. On pourrait faire un topo, une journée entière là-dessus, sur l'histoire de l'AMP, influencée par la politique, la géopolitique, la religion, l'argent. On a fait des grandes découvertes grâce à ces contraintes. Ça, je trouve ça, c'est fascinant. C'est-à-dire que si on ne peut pas rentrer par la porte, on rentre par la fenêtre. Et c'est une bonne idée. Alors, on va accueillir Consuela Tataru,
qui va nous parler d'hydrogestérone versus progestérone dans le soutien de la phase lutéale après transfert d'embryon. C'est une étude en vie réelle. Bonjour. Du coup, ça fait une belle transition avec l'oratrice précédente, qui n'était pas du tout prévue, mais tant mieux. Tu peux te présenter? Oui, alors je suis actuellement assistante dans le service du centre hospitalier intercommunal de Créteil. Pour l'instant en polyvalent, mais il est prévu que je passe dans le service de PMA dans 1 an et demi. Et je compte orienter ma carrière plus tard surtout sur la PMA. Voilà. Alors, je vous présente un travail que j'ai fait pour mon mémoire de DES, où j'ai regardé l'efficacité de la dihydrogestérone orale du Dufaston dans le soutien de la phase lutéale par rapport à la progestérone vaginale micronisée qu'on utilise traditionnellement actuellement dans le soutien de la phase lutéale. La première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi étudier une autre molécule alors qu'on en a une qui fonctionne très bien et qui donne des bons résultats. Pour 2 raisons essentiellement. La première raison, c'est parce que cette molécule elle est peu appréciée par les patientes pour des raisons de confort. Devoir mettre des ovules n'est pas apprécié par une grande partie des patientes et pour certaines, cela représente même un frein au traitement. On sait que lorsqu'on a une mauvaise tolérance d'un traitement, on peut se poser la question de la compliance à ce traitement. La deuxième raison, c'est que parfois on observe chez certaines patientes une absorption vaginale qui est moins bonne. Et cela peut être dû à cause des métrorragies, mais pas seulement. Et du coup, on peut se poser la question de l'efficacité de la progestérone vaginale dans ces conditions. Actuellement, on a 3 alternatives. Le gel vaginal de progestérone, qui n'est pas remboursé en France. On a une forme injectable, intramusculaire, mais la biodisponibilité de cette molécule n'est pas adéquate. Ou la forme sous-cutanée, mais ces 2 formes injectables sont rarement appréciées par les patientes et elles ne sont pas remboursées. Et dernièrement, on parle beaucoup du Dufaston, de la dihydrogestérone orale, qui est du coup une molécule qui est plus facilement acceptée comme traitement par les patientes. Dans la littérature, on a déjà au moins 2 études randomisées pour l'instant, des études Lotus, qui comparent la dihydrogestérone et la progestérone vaginale, que ça soit un ovule ou gel. Et on voit que dans ces études qu'en fait il n'y a pas de différence en termes de naissance vivante ou de fausse couche. Et on a également des méta-analyses de plusieurs études rétrospectives qui retrouvent exactement les mêmes résultats et qui sont rassurantes en termes d'efficacité, de tolérance et d'innocuité. Et pourtant, en France, on utilise toujours la progestérone vaginale comme traitement de choix dans le soutien de la phase lutéale. Nous, à Créteil, nous avons fait une étude sur 556 cycles consécutifs de transfert frais entre décembre 2011 et mars 2013. Pourquoi cette période? Parce qu'en décembre 2011, la dihydrogestérone est devenue facilement accessible en France. Et puis en mars 2013, il y a une rupture de stock chez le producteur. Donc très brutalement, on a dû arrêter de l'utiliser. Et au centre hospitalier intercommunal de Créteil, on a utilisé du coup la dihydrogestérone indifféremment comme soutien de la phase lutéale pendant cette période. C'était une étude monocentrique rétrospective de cohorte. On a inclus tous les cycles de transfert frais pendant cette période et on n'a pas du tout mis de critères d'exclusion. Donc, on a utilisé soit la progestérone vaginale 200 mg 2 fois par jour, soit la dihydrogestérone 10 mg 2 fois par jour. Et c'était le choix du clinicien le jour du transfert, le jour de la ponction, excusez-moi. L'objectif, c'est de comparer l'efficacité de la dihydrogestérone par rapport à la progestérone vaginale micronisée dans le soutien de la phase lutéale après transfert frais d'embryon. Donc, je mets un accent sur le fait que c'était des transferts frais. Nos critères de jugement principaux, c'était le taux de naissance vivante et le taux de fausse couche. Et on a regardé un critère de jugement secondaire, le taux de grossesse clinique.
Donc, dans les 156 cycles de transfert frais, 267 cycles de dihydrogestérone et 289 cycles de progestérone vaginale micronisée. On voit que les populations sont comparables en termes d'âge, en termes de poids, de durée de l'infertilité, de taux de FSH basal, de taux d'utilisation de protocoles antagonistes ou agonistes. Et les critères de stimulation et de résultats obtenus en termes d'ovocytes et d'embryons transférés sont identiques entre les deux groupes. La seule différence notable, c'était le rang de la ponction qui était plus faible dans le groupe d'hydrogestérone oral par rapport à la progestérone vaginale. En ce qui concerne les taux de grossesse, on voit qu'on a les mêmes taux de grossesse par transfert, le même taux d'implantation, le même taux de grossesse clinique avec activité cardiaque, c'est-à-dire le sac gestationnel intra-utérin avec un embryon avec une activité cardiaque. Entre les deux groupes, il n'y a pas de différence statistiquement significative. Excusez-moi. Et le plus important, le taux de naissance vivante et le taux de fausse couche par transfert, il n'est pas différent entre les deux groupes. Étant donné qu'il y avait un rang plus faible dans le groupe d'hydrogestérone, on avait un rang plus faible d'inclusion. On s'est dit peut-être que c'est à cause du fait qu'on prenait plus de patients de bon pronostic dans le groupe d'hydrogestérone. Donc, nous avons fait une étude dans un groupe de bon pronostic, moins de 35 ans et maximum de tentatives. Et là, pour le coup, on voit que les données démographiques sont strictement comparables, mais également les résultats, avec un taux de grossesse clinique, taux de naissance vivante et de fausse couche qui ne sont pas différentes entre les deux groupes. L'avantage de cette étude, c'est que c'était une étude en vie réelle. On n'a fait aucune exclusion par critère de mauvais pronostic, c'est-à-dire un nombre élevé de tentatives ou un âge avancé. Nous avons vraiment inclus tous les cycles de transfert frais pendant la période. Je dois quand même dire un petit mot sur le fait que l'étude n'était pas en aveugle, elle n'était pas randomisée. Et les données démographiques finalement ne sont pas parfaitement comparables entre les deux groupes. Et il y a sûrement d'autres biais de sélection non mesurables étant donné que c'est une étude qui est sans aveugle. Parmi les limites de l'étude, je compte le fait qu'on n'a pas du tout regardé la tolérance, le taux de satisfaction des patientes qui ont été incluses. Et on n'a pas pu faire des études de biodisponibilité de la dihydrogestérone. On n'a pas... autre limitation, c'est qu'on n'a pas fait de choix de dose. On a utilisé la même dose pour les mêmes patientes. On aurait pu se dire qu'on utilisait des doses plus importantes ou plus faibles et voir si cela impactait les résultats. Et on n'a pas regardé les effets secondaires à long terme, c'est-à-dire qu'on a les issues de naissance, mais on n'a pas de données sur le taux de malformation dans les deux groupes. Je voudrais dire juste deux petits mots sur l'étude de dose. Il n'y a pas d'étude de dose pour la dihydrogestérone, mais en même temps, il n'y a pas d'étude de dose vraiment pour la progestérone vaginale non plus. Il y a l'étude de Van der Linden qui avait comparé pour la progestérone vaginale différentes doses et on avait conclu que des faibles doses et des fortes doses ne donnaient pas des résultats très différents. Et en ce qui concerne la dihydrogestérone, les études in vitro se contredisent. Il y en a certaines qui retrouvent que la maturation endométriale est quasiment identique après des périodes d'exposition à la dihydrogestérone et à la progestérone vaginale qui sont équivalentes, mais d'autres études ne s'accordent pas là-dessus. Ce qui est intéressant avec la dihydrogestérone, c'est qu'elle nous laisse la possibilité de mesurer la progestérone endogène, chose que l'utilisation de la progestérone vaginale ne nous permet pas. Donc on pourrait mener des études sur cette piste-là et voir si, dans certains cas, la progestérone endogène suffirait ou pouvoir éventuellement adapter les doses de dihydrogestérone en fonction des doses de progestérone vaginale.
Mais pour l'instant, des études de ce calibre-là n'ont pas été faites. En ce qui concerne l'innocuité, les études Lotus, qui étaient les études randomisées, n'ont pas retrouvé sur risque de malformation fétale dans les groupes traités par la dihydrogestérone. Il y a 2 études qui sont publiées récemment qui sont un peu biaisées, qui retrouvent plus de malformations dans le groupe d'hydrogestérone, mais en même temps, ce sont les femmes qui ont fait plus de fausses couches qui ont été traitées par d'hydrogestérone. Et dans ce cas-là, on peut se dire que peut-être les fausses couches étaient dues à un problème génétique, et donc c'est pour cela qu'on retrouve dans ce groupe-là plus de malformations. L'étude de Coren, qui est la dernière étude publiée en termes d'innocuité de la dihydrogestérone, et qui dit que il y a plus de malformations chez les enfants des mères exposées à la dihydrogestérone, mais cette étude a finalement été retirée car, pareil que pour l'étude précédente, la prise de dihydrogestérone était en prévention de la fausse couche et non en tant que soutien de la phase lutéale. Il n'était pas donné à une large population, mais à un sous-groupe de population qui présentait déjà des facteurs de risque. En conclusion, la dihydrogestérone orale donnée à la dose de 10 mg 2 fois par jour semble être aussi efficace que la progestérone micronisée vaginale donnée à la dose de 200 mg 2 fois par jour dans le soutien de la phase lutéale après transfert frais d'embryon, avec un taux de naissance vivante et de fausses couches équivalentes. Ceci en accord avec les études qui ont été réalisées précédemment, avec une bonne tolérance qui a été rapportée dans la littérature. Nous, on a noté aucun effet secondaire grave pendant la période d'utilisation. On doit poursuivre les études d'innocuité à long terme. En termes de tolérance, les patientes semblent préférer la voie orale. La biodisponibilité semble être peu fluctuante et non affectée par exemple les métroragies. Et c'est une molécule qui a un très faible coût, donc il y a un avantage économique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour ce joli travail. Bon, on sait tous que l'équipe de Nathalie, dont tu fais partie, travaille là-dessus, et on est évidemment tous très intéressés. Mais je pense que le moment est venu maintenant pour faire une étude prospective, bien construite, randomisée, multicentrique, et il faut vraiment qu'on s'y attache tous, parce que sinon ça va partir dans tous les sens et on n'aura pas la conclusion qui finalement nous intéresse, tant pour les transferts frais que pour les transferts d'embryons congelés, puisque c'est là que finalement on déplorait le plus de fausses couches. Il y a 2-3 ans, je me rappelle au congrès de l'Écheret, c'était notre gros souci. Et c'est la première fois qu'on parlait à ce moment-là du Dufaston. Donc je pense qu'il faut vraiment faire le travail. Si je peux rajouter un petit mot par rapport au transfert d'embryons congelés, un cycle substitué. Apparemment, les études démontrent que l'efficacité de la dihydrogestérone est dépendante de l'imprégnation estrogénique préalable. Donc c'est peut-être une des raisons pour laquelle on n'a pas un bon taux de grossesse dans les transferts d'embryons congelés, parce que l'imprégnation estrogénique, elle n'est pas aussi forte que dans les transferts frais. Il y a eu beaucoup de publications sur les embryons congelés à cause de ce problème de fausse couche. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour les transferts frais. Nous, à Lille, je ne vais pas dévoiler, parce que c'est le travail de notre chef de clinique et d'une de nos PH, Pauline Plouvier et Virginie Simon, on a décidé, nous, on est passé à la dihydrogestérone depuis longtemps, mais pas cette posologie-là. On met 3 comprimés par jour depuis plus de 2 ans. Et on avait un taux de fausse couche quand même qui nous préoccupait. Et depuis qu'on rajoute de la progestérone intramusculaire, donc toujours avec cette arrière-pensée, un peu comme chez les congelés, de rajouter une autre voie d'administration. Et pourquoi l'injectable ? Parce que c'est peut-être aussi la seule qui permet une observance certaine. Il y a quand même un gros souci, que ce soit en soutien de phase lutéale d'embryons frais ou congelés, c'est qu'on ne sait pas tout. Si on faisait
on puçait les femmes et on vérifiait leur observance, on serait quand même édifié. Et c'est compliqué pour interpréter les données, études ou pas études. La question que je voulais poser, c'est des blastocystes ou des embryons J2 qui sont transférés? À l'époque, c'était des embryons J1 et J2. J3. Entre J1 et J3. Entre J1 et J3, des zygotes aussi. Oui. Ouais. Et on a transféré entre 1 et 3, du coup. Ah Parce ouais. que ça, c'est la question que je voulais poser. Quelle est la période de l'étude? Entre décembre 2011 et mars 2013, si je ne me trompe pas. Parce que là, vous mettez dans les deux bras 1,9 embryons par transfert. Ce qui, maintenant, nous paraît énorme. Je pense que vous avez là aussi baissé le nombre d'embryons Oui, transférés. maintenant, on fait des transferts de blasto. Single, Oui. Mais comme l'étude était faite, du coup, il y a 10 ans, c'est ça. c'était des embryons entre J1 et J3, on transférait 3 J1 ou 2 J3. Parce que 20% de grossesse gémellaire, de nos jours, ça ne serait plus vraiment accepté. Je pense. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je suis désolée, j'ai pas Attends, entendu. Je crois qu'on me demande On si le le pose- Duvaston a l'AMM pour le soutien soutien de de la phase lutéale. en Je France pense pas spécifiquement, non. Non. Et ça Du les tout, arrange non. pas du tout d'ailleurs D'accord. qu'on l'utilise à ses fins. Le labo, ça l'intéresse pas du tout. Il ne coûte pas assez cher. Ouais. Il coûte pas assez cher, il ramène pas, et ça risque un jour peut-être de cesser. Hein, s'ils décident de, si on leur dit qu'il y a eu des enfants mal formés, choses comme ça, on peut avoir un coup près qui tombe et le labo qui dise le Dufaston, on arrête tout en AMP. C'est pas exclu. Mais pourtant, c'est le labo qui a financé. C'est une vraie question. Tout à fait. Absolument. Mais elle se pose surtout dans les embryons congelés, je pense. Enfin, après, ça dépend combien de temps on laisse après. Là aussi, il y a énormément d'interrogations. On poursuit la progestérone sans doute trop longtemps. Après les embryons frais, la poursuivre jusque 10-12 semaines d'aménorrhée, c'est un non-sens. En congelé sous THS, ça se comprend. Personne n'est d'accord, mais physiopathologiquement parlant, je vois pas l'intérêt de continuer en frais jusqu'à 3 mois de grossesse. Depuis longtemps, le placenta a pris le relais, quoi. Enfin, le trophoblaste a pris le relais. Pourtant, les travaux de Griesinger étaient plus ou moins financés par le laboratoire. Hein. Oui, mais tu as vu, étrangement, depuis 4 ans, il n'y a plus de publication. Exactement. C'est très bizarre. Et Que une les deuxième question, méta-analyses. finalement, pourquoi vous n'avez pas suivi les doses recommandées par Griesinger? Pourquoi vous avez mis les patients sur un comprimé x2, pas Ouais, x3? nous, on met 3, on n'a jamais Oui. mis 2, et progestant, on mettait plus aussi. Donc, c'est un parti pris. Je ne peux pas vous dire exactement pourquoi ce choix de dose. Je ne vous cache pas qu'à l'époque, je Ouais. n'avais pas du tout la main dessus. Je T'étais ne pas pourrais née. pas vous dire. T'étais pas né. Normalement, c'est x3, oui. C'est intéressant de voir dans les billets des travaux en rétrospectif comment on a pris beaucoup plus des patientes avec un soutien de la phase lutéale classique et qui ont déjà eu un échec de FIV. Donc plus que 1,8 transferts, on avait plus dans le bras progestérone vaginale que du Dufaston. C'est intéressant. Donc ça, c'est parmi les faiblesses des travaux rétrospectifs. Mais je pense que la série elle est très importante. Il n'y a pas beaucoup de séries avec 556 patientes, hein, à part les Lotus. Si je peux rajouter quelque chose, le taux de fausse couche entre notre étude et celle de Lotus, elle est quasi identique. Il est bas, 2 à ouais. 5% de fausses couches. Ouais. Nous, on n'a pas ça. Hein. Donc avec la Nous non plus. progestérone vaginale à cette dose-là et d'hydrogestérone à cette dose-là. Donc c'était peut-être le nombre d'embryons qu'on mettait à l'époque qui a fait la différence, je ne sais pas. Parce que si on en mettait 3, effectivement... Pauline Plouvier, la reine de la progestérone, à Lille. Au nombre de grossesses et pas par transfert. Je ne sais pas, dans le tableau, vous n'aviez pas mis taux de fausse couche par transfert? Parce que c'est vrai que c'est extrêmement bas, en fait, un taux de fausse couche de 4 à 5%. En général, c'est plus par rapport, en fait, on regarde nos grossesses, et sur les grossesses, combien on a de fausses couches? Là, c'est un taux de fausse couche par transfert. Et Normalement, pas j'avais calculé par transfert. C'est pour ça que c'est bas. Ah, C'est d'accord. Ah oui. Bon, Bien joué. Il est identique dans les deux Bien vu. Réflexion colonnes, de mais Virginie. Bien joué. Oui. Bravo Virginie et Pauline. Pour plus de renseignements, elles sont en disposition. Très bien.
C'était très bien. Bonjour. Encore une question. En Espagne, on n'a pas la d'hydroprogestérone, alors ça m'attire beaucoup l'attention. J'avais vu à Rennes un poster, je ne me souviens pas qui était, qu'il faisait progestérone vaginal versus progestérone voie vaginale avec supplémentation d'hydroprogestérone voie orale. Et ils avaient des résultats significatifs très bons. Est-ce que vous avez l'expérience? Est-ce que... Je pense que c'est le secret. On l'a beaucoup montré pour les congelés, que deux voies d'administration, c'est le secret, parce que toute femme est différente, la métabolisation, enfin, on peut tout imaginer, l'observance aussi. Mais je pense qu'on ne l'a pas assez travaillé, la double voie dans les transferts frais, et je pense que c'est le secret. C'est ça. Parce que j'avais des résultats que ça m'a attiré beaucoup l'attention. J'ai fait une photo, mais je ne vois pas bien Et qui avait fait le en poster. Espagne, vous utilisez beaucoup l'utrogestan. Oui. Voilà, il n'y a pas de Progiron. générique en Espagne, et le progiron. La voie sous-cutanée vaginale. Ouais, mais on n'a voilà. pas la d'hydroprogestérone, elle n'est pas autorisée en Espagne. Ouais. D'accord. Question, ça c'est... Christine, comment vous présentez aux femmes le fait que ça n'ait pas l'AMM? Parce que nous, on voudrait bien passer à ça, mais on se trouve toujours bloqué dans notre centre en se disant, voilà, il n'y a pas l'AMM, est-ce qu'on se lance et on se dit... En AMP, il y a plein de trucs qui n'ont pas l'AMM. Si tu regardes dans les gonadotrophines, les mentions légales, on peut le prescrire à personne finalement. Donc on n'en parle même pas. On n'en parle pas du tout. Hein. Les dames, elles reçoivent leur protocole de traitement et elles font rarement des commentaires là-dessus. Elles ne demandent pas, c'est vrai. Oui. On va passer à la communication suivante, même s'il y a encore beaucoup à dire. Hein. Alors, Alice Catelin. Bonjour. Alice va nous parler de l'évaluation de la douleur au cours du parcours de FIV. L'étude s'appelle Andal-GoFIV. Bonjour. Vas-y, Alice. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis assistante en temps partagé dans le service de PMA et de chirurgie à Jeanne de Flandre au CHU de Lille. Donc, je remercie le comité d'organisation du congrès Paris Santé Femmes d'avoir accepté ma présentation. Et j'ai l'honneur de vous présenter le travail qui a fait l'objet de ma soutenance de thèse. Donc, ce travail s'intitule « Évaluation de la douleur au cours du parcours de fécondation in vitro », l'étude Andal-GoFIV. Donc, pour reprendre quelques généralités, donc l'endométriose se définit par la présence de glandes ou de stroma endométriales en dehors de l'utérus. C'est une pathologie qui est complexe, qui est responsable de douleurs et d'infertilité. L'endométriose concerne 5 à 10% des femmes en âge de procréer. Et la douleur est un phénomène complexe avec des composantes multiples qui sont importantes à prendre en compte pour le traitement de cette douleur. Les composantes multiples sont l'inflammation, les douleurs à caractère neuropathique, des systèmes de verrouillage, mais aussi la mémorisation de la douleur et le terrain sur lequel elle survient. L'infertilité, ça concerne 25 à 50% des femmes qui sont atteintes d'endométriose. Les patientes peuvent être amenées à consulter dans des services d'assistance médicale à la procréation, ce qui peut engendrer de l'anxiété et du stress. Il existe des études sur la douleur chez les patientes endométriosiques, mais c'est essentiellement des études d'évaluation quantitative de la douleur, sans contextualisation de celle-ci. Une étude récente a été réalisée dans le service de la douleur du CHU de Lille et retrouvait des douleurs à composante neuropathique chez 36% des patientes endométriosiques. Dans les services d'AMP, la douleur est assez peu étudiée, même chez les patientes endométriosiques. Et dans les études qui existent, on ne retrouve pas d'augmentation de la douleur au cours de la prise en charge chez les patientes endométriosiques. Donc, devant ces constatations, nos équipes ont eu l'idée de s'intéresser à la question de la typologie de la douleur au cours de la prise en charge en AMP à différents moments clés du parcours de FIV en comparant les patientes endométriosiques et celles indemnes de maladie. Donc, après création d'un dossier et validation par le comité de protection des personnes, nous avons donc réalisé une étude de cohorte prospective, monocentrique, observationnelle. Cette étude a été menée dans le service d'AMP du CHU de Lille de novembre 2019 à juin 2021, avec une période d'arrêt d'inclusion en raison de la crise sanitaire du Covid de mars à août 2020.
Toutes les patientes qui débutaient un cycle de FIV pouvaient être éligibles, que ce soit leur première tentative ou non, et à l'exclusion des donneuses d'ovocytes ou des patientes en préservation de la fertilité. L'objectif primaire de notre étude était l'évaluation de la typologie de la douleur, de l'anxiété, de la dépression, du catastrophisme et de la qualité de vie entre les deux groupes à l'initiation d'une prise en charge en FIV. Les objectifs secondaires étaient de comparer l'évolution des caractéristiques de la douleur entre les deux groupes, entre l'initiation du parcours de FIV, à l'issue d'une période de freinage, à la fin de la stimulation et après la ponction ovocytaire. L'étude était proposée à toutes les patientes reçues en consultation pour organiser une tentative de FIV. Si la patiente acceptait, on lui remettait le premier questionnaire correspondant à l'état de base. Le questionnaire 2 était rempli à l'issue de la période de freinage pour les patientes qui avaient un protocole agoniste. Le questionnaire 3 était rempli le jour du déclenchement de l'ovulation au domicile de la patiente et le questionnaire 4 était rempli après la ponction dans le service d'hôpital de jour. On a choisi d'utiliser des questionnaires validés qui avaient été également utilisés dans l'étude des patientes endométriosiques qui consultaient dans le service de la douleur. L'intensité de la douleur était évaluée à l'aide de l'échelle numérique. La dimension affective et sensorielle de la douleur était évaluée à l'aide du questionnaire douleur Saint-Antoine. Les douleurs à expression neuropathique étaient recherchées à l'aide du questionnaire DN4. La dépression et l'anxiété étaient recherchées à l'aide du questionnaire HAD et la qualité de vie était évaluée à l'aide de l'échelle EQ5D. Tous les questionnaires figuraient dans le questionnaire 1 état de base, tandis que seuls les questionnaires échelle numérique QDSA et DN4 étaient dans les questionnaires 2, 3 et 4. Pour des raisons organisationnelles du service, certaines patientes n'ont pas été incluses parce qu'on ne leur a pas proposé l'étude en consultation, mais au total, l'étude a été proposée à 333 patientes sur les 875 patientes ayant eu une FIV sur la période. 318 patientes ont été incluses dans l'étude sur cette période et 29 n'avaient pas eu leur ponction au moment de l'analyse des données. Donc au final, on a une analyse complète de données pour 278 patientes qui ont eu une FIV sur la période. Sur ces 278 patientes analysées, on avait 73 patientes endométriosiques, soit 26% des patientes, et 205 indemnes d'endométriose, soit 73%. Les caractéristiques anthropologiques et les données relatives à l'infertilité étaient comparables dans les deux groupes. On avait une moyenne d'âge de 33 ans et 65% des patientes en infertilité primaire. Il y avait quelques différences, notamment au niveau des caractéristiques des tentatives, avec 67% de protocoles agonistes dans le groupe endométriose contre 43% dans le groupe non-endométriose, des doses de gonadotrophine un petit peu plus importantes dans le groupe endométriose, mais il n'y avait pas de différence en nombre de transferts frais réalisés entre les deux groupes. Concernant la douleur, à l'état de base, on retrouve de façon significative des scores de douleur plus élevés chez les patientes endométriosiques, avec une EVA moyenne à 3,47 versus 1,12 pour les patientes endométriosiques, et 8% des patientes endométriosiques qui présentent des douleurs intenses, donc EVA supérieure ou égale à 8, avant même de débuter la tentative. On avait 17% des patientes endométriosiques qui avaient des douleurs à caractère neuropathique contre 2% chez les patientes témoins. D'un point de vue psychologique, on retrouvait une dépression avérée pour presque 10% des patientes endométriosiques et une anxiété avérée chez un tiers des patientes endométriosiques. On retrouve des scores de douleur plus importants chez les patientes endométriosiques à toutes les étapes des questionnaires, donc en fin de période de freinage, en fin de stimulation et après la ponction. Après la ponction, on retrouve 12% de douleurs à caractère neuropathique chez les patientes endométriosiques contre 4% chez les patientes non endométriosiques. Et les analyses bivariées qui ont été réalisées ne retrouvaient pas d'association entre les différents types d'endométriose. Concernant l'évolution dans le temps au cours de la prise en charge, chez les patientes endométriosiques, on n'observe pas d'augmentation de la douleur au cours de la prise en charge entre l'état de base et le jour de la ponction ovocytaire.
Globalement, selon les questionnaires, on retrouve d'abord une diminution de la douleur à l'issue de la période de freinage, avec une réaugmentation des douleurs en fin de stimulation, mais sans atteindre l'état de base, les scores de douleur de l'état de base. En revanche, chez les patientes non endométriosiques, on observe une tendance à l'augmentation des scores de douleur, notamment sur l'EVA et le QDSA sensoriel. Donc c'est ce qu'on voit sur les deux premiers graphes en bleu. On observe donc des douleurs plus intenses et à caractère neuropathique et des patientes qui sont plus anxieuses et plus dépressives avant de débuter les traitements chez les patientes endométriosiques, mais sans augmentation de la douleur au cours de la prise en charge. Pour les patientes non endométriosiques, en revanche, on observe une tendance à l'augmentation des douleurs au cours de la prise en charge. Malheureusement, il existe peu d'études sur le sujet et les études qui existent ont des questionnaires à des timings différents, avec parfois des questionnaires qui sont donnés 10 jours après la ponction, 3 mois ou 6 mois après selon les études. Et l'essentiel des questionnaires qui sont donnés ne sont pas des questionnaires validés ou juste des questionnaires d'évaluation quantitative de la douleur. On retrouve une étude qui était un petit peu sur le même design que la nôtre, donc l'étude de Santulli, qui retrouvait, comme nous, des douleurs plus intenses chez les patientes endométriosiques et sans majoration au cours de la prise en charge. Notre étude fait preuve d'originalité parce que c'est une étude unique sur la thématique de la typologie de la douleur. Elle comporte cependant certains biais, notamment la crise sanitaire du Covid qui nous a fait arrêter les inclusions pendant une période et qui a engendré donc un stress supplémentaire pour les patientes qui se sont vues repousser leurs tentatives. Et dans notre centre, en raison de la crise du Covid, on a des anesthésistes qui ont dû être déplacés de service et donc on a changé la prise en charge antalgique au moment de la ponction avec certaines patientes qui ont donc eu des anesthésies locales au moment de la ponction et on n'avait pas de protocole standardisé de prise en charge au moment de la ponction. Donc, cette étude doit nous faire réfléchir à un dépistage systématique de la douleur et une prise en charge pour toutes les patientes, qu'elles soient endométriosiques ou non, en proposant des traitements adaptés à la typologie de la douleur. Il serait intéressant de discuter de cette prise en charge, notamment pour les patientes endométriosiques dont les dossiers passent en RCP endométriose, afin d'élaborer une prise en charge adaptée, chir première, FIV première, en tenant compte de ces douleurs. Il faut également prendre en charge l'anxiété et la dépression des patientes si on l'a détectée. Donc, suite à cette étude, nous avons décidé de changer le protocole de prise en charge dans notre service en remettant de façon systématique des ordonnances dentalgiques pour la période de stimulation, standardiser la prise en charge antalgique le jour de la ponction et remettre également des ordonnances de sortie après la ponction pour une prise en charge antalgique pour toutes les patientes, qu'elles soient endométriosiques ou non. Et nous allons donc faire une nouvelle étude qui pourra évaluer la période avant le protocole et après le protocole. Donc en conclusion, il semble indispensable de dépister la douleur chez toutes les patientes, qu'elles soient endométriosiques ou non, avant de débuter les traitements et de manière répétée pendant la stimulation, après la ponction et après la tentative, afin de définir une prise en charge spécifique et adaptée à la typologie de la douleur pour toutes les patientes, qu'elles soient endométriosiques ou non. Merci beaucoup. Moi, ce qui me frappe surtout, c'est de voir ce crescendo chez les patientes non endométriosiques. Ça me fait peur, je dirais presque. Les endométriosiques, bon, allez, d'accord, on le sait. Peut-être qu'on les bichonne un peu plus, qu'on est très, très attentif. Mais alors, les autres, c'est presque un peu choquant. Bien sûr qu'un traitement de FIV n'est jamais anodin, mais je trouve que c'est très marqué. Et je me pose la question du protocole utilisé. Parce que pour les femmes qui ont de l'endométriose, on utilise plus souvent un protocole long. Oui, tout à fait. Est-ce que... Non, pas toujours, mais c'est à se demander s'il ne faudrait pas mettre plus de protocoles longs pour la douleur, hein, juste pour le point précis de la douleur. Mais c'est
vraiment quelque chose dont il faut tenir compte. Est-ce que vous avez... C'est effectivement ce qui nous a frappé, c'est les échelles de douleur chez les non-endométriosiques. Alice, est-ce que vous avez corrélé les échelles de douleur avec le nombre de follicules en croissance? Ça, c'est le travail de Virginie qui est donc en cours. Donc c'est Virginie, ne te cache pas, je t'ai vu. Ah, ça c'est intéressant. Ah, d'accord. J'aurais pas dû en parler. Non, mais si, c'est dans les perspectives. Donc, on a plusieurs articles à partir de cette même base de données, notamment l'impact de la douleur sur les résultats de la tentative. Et donc, c'est dans cet article-là qu'on a analysé les facteurs associés à une augmentation de la douleur. Et c'est ça qu'on retrouvait. Donc, elles vont nous dire, je veux bien avoir mal si c'est pour la bonne cause. C'est clair. Et j'étais pas au courant qu'on avait changé les antalgiques pendant les ponctions. Le protocole est presque finalisé. On est en train de faire mais en cours de ponction, ils ont changé. Ils ont fait un protocole standardisé. C'est super. C'est à ça que ça sert, des études prospectives comme ça. C'est changer nos façons de faire. Parce qu'on ne s'attendait pas, effectivement, comme tu le dis, Janine, à cette courbe croissante aussi aiguë chez les non-endométriosiques. Chez les endométriosiques, comme elles ont tout le temps mal, elles ne voient plus la différence, finalement. C'est ça qui est dingue. Mais celle qui a pas mal, évidemment, elle sent la douleur croître. Ça, c'est vraiment intéressant. Et les échelles d'anxiété, de catastrophisme, etc. Je me souviens que tu m'avais dit, même chez les non-endométriosiques, il y a une anxiété au zénith. Et ça, on s'est dit, c'est vraiment préoccupant. Est-ce que c'est la période de Covid? Parce qu'honnêtement, c'était pas facile à vivre. Nos changements d'organisation incessants. Et est-ce que ça a joué? Est-ce que faudra suivre ça? Parce que il faut augmenter le nombre de psychologues et des stratégies un peu de relaxation. Je pense qu'il va falloir faire quelque chose. J'ai une question parce que tu as parlé de la douleur pendant la stimulation, au moment de la ponction et après, et que vous aviez des protocoles différents. C'est quoi vos traitements antalgiques? Au moment de cette étude-là, il n'y avait pas de protocole spécifique et je pense même que les patientes en cours de prise en charge, elles n'osent pas s'automédiquer. Elles n'osent vraiment rien prendre. Donc là, on a décidé de leur suggérer de prendre des traitements antalgiques, mais en fait juste du Doliprane, des AINS de façon ponctuelle pendant la période de stimulation. Pas forcément même de palier 2, mais même du Doliprane, en fait, elles n'osent pas forcément en prendre tant que ce n'est pas prescrit par le service ou qu'on leur dit clairement c'est autorisé pendant la période de stimulation, en fait. Ah oui, dans notre nouveau protocole, on aimerait pouvoir orienter toutes les patientes endométriosiques de sorte qu'elles soient vues au moins une fois par un médecin du centre de la douleur, parce qu'elles n'ont pas forcément toutes besoin d'une prise en charge, mais qu'il y ait au moins une évaluation standardisée par un médecin de la douleur. Les douleurs neuropathiques, c'est sûr que c'est celles-là qu'il faut traiter. À quel moment du parcours? Avant, à l'initiation, en fait. Au moment de la décision de passage en FIV, il leur faut 1 à 3 mois avant, ils disent les médecins de la douleur. Pour une douleur neuropathique, il faut au moins 1 à 3 mois d'instauration d'un traitement pour voir un bénéfice. Bravo, merci. Alors, Caroline Verhaeghe. Ah, on prononce Verhaeghe? Oui. Est-ce qu'elle est là, Caroline? Comment? Et alors, on fait quoi? On n'est pas au courant. D'accord. Bon, ok. Donc, vous avez une information, mademoiselle? Non? On doit faire passer Amélie Watelet et Caroline Verhaeghe ne sera pas là, c'est ça? Ok. Donc Amélie est-elle là? Elle est là. Amélie Watelet va nous parler de l'évaluation d'un programme de formation des internes à la technique de ponction d'ovocytes sur un simulateur.
Donc, bonjour à tous, donc, je suis Amélie Watelet, je suis assistante dans le service de gynéco du Mans. Et je remercie les organisateurs de me permettre de présenter cette étude que j'ai faite dans le cadre de mon mémoire de DES sous la direction du professeur Boué. Donc, c'est une étude qui porte sur l'évaluation de l'intérêt d'un programme de formation des internes à la ponction d'ovocytes sur simulateur. Donc, pour commencer, en introduction, quelques données. Donc, environ 60 000 ponctions d'ovocytes sont réalisées chaque année en France et 550 à peu près au CHU d'Angers. Concernant la formation des internes à ce geste, elle est en général faite par compagnonnage au bloc opératoire. Donc, les internes effectuent leur première ponction sur des patientes. En 2019, l'ECHRE émettait ses recommandations et préconisait de réaliser au moins 30 ponctions sous supervision pour maîtriser le geste. Dans la littérature, ça a été peu étudié. Les quelques études qu'on a retrouvées montrent un nombre assez variable de ponctions à faire avant de maîtriser le geste. Ça va d'une dizaine jusqu'à environ 50, donc c'est assez hétérogène. En 2016, dans le service d'AMP du CHU d'Angers, on a été équipé d'un simulateur de la marque Pickup Sim. Et donc, on a inclus des séances de simulation dans la formation des internes, avec donc, des séances de simulation avant de réaliser le geste au bloc opératoire. Et il nous a paru intéressant d'évaluer l'intérêt en pratique clinique de ce programme de formation. Donc, est-ce que la simulation influence le taux de recueil ovocytaire chez les internes qui commencent les ponctions ? Donc pour cela, nous avons réalisé une étude prospective entre mai 2017 et novembre 2020 dans le service du CHU d'Angers. Nous avons comparé deux groupes d'internes, un groupe qui a bénéficié de séances de simulation avant de commencer les ponctions au bloc et un groupe qui n'en a pas bénéficié. Donc, concernant leur formation dans le groupe simulation, les 15 premiers jours étaient dédiés à l'observation des ponctions effectuées par les seniors au bloc opératoire. Et les mêmes jours, on avait sur les 2 semaines, 4 séances de simulation de 30 minutes avec plusieurs scénarios possibles. Les 15 jours suivants étaient consacrés à la réalisation des ponctions d'un ovaire sur 2 encadrés par le senior. Et au bout du premier mois, on pouvait ponctionner les 2 ovaires si c'était possible. Dans le groupe pas de simulation, 15 premiers jours également pour l'observation au bloc opératoire. Et les 15 jours suivants, comme l'autre groupe, ponction d'un ovaire sur 2 encadré par le senior, puis au bout d'un mois, ponction des 2 ovaires si c'était possible. L'objectif principal de notre étude était de comparer le taux de recueil ovocytaire moyen, défini par le nombre d'ovocytes recueillis sur le nombre de follicules ponctionnés, entre les 2 groupes au cours des 3 premiers mois de stage. Dans les objectifs secondaires, on s'est intéressé à la satisfaction des internes concernant les séances de simulation. Et puis, on a comparé également le taux de recueil ovocytaire du premier mois, des 2 premiers mois et du semestre entier. Donc, sur la durée de notre étude, 11 internes ont été inclus, 6 dans le groupe simulation et 5 dans le groupe pas de simulation. Il a été réalisé 1948 ponctions et environ la moitié ont été faites partiellement ou totalement par les internes, ce qui fait qu'on a pu inclure 422 ponctions dans le groupe simulation, soit 657 ovaires et ponctionnés, et 329 ponctions dans le groupe pas de simulation, soit 508 ovaires. Donc, concernant les caractéristiques des patientes, les populations étaient assez homogènes entre les 2 groupes. On note juste des patientes qui étaient significativement un petit peu plus âgées et avaient un BMI inférieur dans le groupe simulation. Sinon, pas de différence sur le statut tabagique, l'étiologie de l'infertilité, les dosages hormonaux de base. Voilà. Ensuite, concernant les caractéristiques des cycles, là encore, une population assez homogène. À noter juste que les rangs de tentatives étaient un petit peu plus élevés dans le groupe simulation, mais sinon, il n'y avait pas de différence entre les protocoles utilisés, les dosages hormonaux le jour du déclenchement, la durée des cycles, les doses de FSH utilisées, etc. Donc, concernant notre objectif principal qui était le taux de recueil ovocytaire, sur les 3 premiers mois, on ne note pas de différence significative entre les 2 groupes avec un taux de recueil qui était de 59% dans le groupe simulation et 58% dans le groupe pas de simulation. Et on ne retrouve pas non plus de différence de taux de recueil sur le premier mois, les 2 premiers mois et le semestre entier. Par contre, concernant la satisfaction des internes, on a eu un bon retour des internes puisque tous les internes du groupe simulation ont trouvé les séances formatrices ou très formatrices et nécessaires.
Elles ont surtout permis à la majorité d'entre eux de diminuer leur stress avant de commencer les ponctions au bloc opératoire. Et quand on posait la question également aux internes qui n'ont pas effectué de simulation, 80% d'entre eux pensaient qu'il fallait mettre en place ça aurait été intéressant de bénéficier de séances de simulation avant. Je ne l'ai pas dit, mais en fait, cette satisfaction des internes, elle a été étudiée via un questionnaire qui leur était remis au bout du premier mois de stage. Donc, Et donc, en conclusion, dans notre étude, le taux de recueil ovocytaire était comparable entre les groupes d'internes formés aux gestes de ponction sur simulateur par rapport à un groupe d'internes qui n'a pas été formé par simulation. Donc, la simulation ne permettrait pas d'augmenter le taux de recueil ovocytaire sur les premières ponctions. Par contre, la simulation est associée à une forte satisfaction des internes et surtout a permis de diminuer leur stress avant la réalisation des premières ponctions au bloc opératoire. Je vous remercie pour votre attention. C'est très intéressant. En fait, ça améliore le confort des internes. Ouais, ça c'est pas négligeable, non, je pense. Ils se sentaient aussi plus soutenus. Enfin, ils étaient contents aussi d'avoir un temps avec le senior en dehors des ponctions bloc opératoire pour reprendre un petit peu. Et c'était un peu plus confortable qu'au bloc opératoire où on avait un peu plus de temps, les séances de simulation. D'accord. Moi, j'ai une petite question. Ton objectif principal était le nombre d'ovocytes recueillis, ce qui est logique. Mais un des objectifs, c'est aussi d'avoir le moins de complications possible. Alors, ouais, on l'a étudié en objectif... on l'a étudié, c'était au départ un de nos objectifs secondaires, mais en fait, on n'a pas eu de... Non. Peut-être que l'effectif est petit aussi. Parce que, en particulier, les complications hémorragiques, quand on laboure un petit peu l'ovaire, c'est aussi quelque chose qu'il faut apprendre. Donc... En fait, on a eu un cas d'hémopéritoine dans chaque groupe, donc c'était... D'accord. Et pour le ratio folliculo-ovocytaire, donc c'était identique dans les deux groupes. Oui, je ne connaissais pas ce point de la recommandation de l'ECHRE de 2019 qui disait qu'il fallait 30 ponctions, c'est ça la recommandation, c'est ça, 30 ponctions seniorisées. C'est beaucoup, mais je pense qu'il faudrait qu'on le fasse. Parce que si ça a été écrit, c'est qu'il y a des raisons. Surtout pour les complications et aussi la rentabilité de la ponction, c'est quand même important. Hein, c'est vrai que... Merci beaucoup. Oui, oui, je me doute. C'est plus des avis d'experts ou d'expériences de vie réelle, finalement, qu'une reco au sens littéraire du terme, quoi. C'est-à-dire à la fin de ces 6 mois de stage, quoi. Ce qui est déjà pas mal. On a évalué aussi, parce que bon, là, c'est un autre, mais Amélie, durant sa thèse, a évalué les courbes de LC-que-SOM, on ne les a pas mis ici, et on a évalué le moment où à partir duquel l'interne va être autonome et optimal dans son taux de recueil ovocytaire. Et nos conclusions, elles ont été quand même par rapport à ces courbes d'apprentissage, que finalement, pour vraiment arriver à des niveaux comme que les courbes LC-que-SOM vont considérer correctes pour un interne, il fallait qu'il soit 6 mois de stage, qu'il soit à temps plein, parce que les internes qui étaient à mi-temps dans le service, c'était moins bien. Ou lorsqu'il y avait des absences répétées, on a vu chez les internes qui partaient en congé maternité puis qui revenaient, il y avait encore une période de formation qui était importante pour réévaluer. Donc c'est ça, il faut vraiment, pour avoir un bon niveau de ponctionneur dans la formation des internes, c'est 6 mois à temps plein. C'était vraiment l'un de nos conclusions sur l'étude. C'est vrai que ça, on ne sait pas l'expliquer, hein, mais même pour les transferts d'embryons, si on est longtemps sans transférer, alors qu'on a l'impression qu'on fait le même geste tout le temps, on chute ses résultats, et c'est pareil en ponction. Et même si le geste paraît facile, etc., et même sur les ponctionneurs chevronnés, ou les transféreurs chevronnés. T'es d'accord, Janine? Donc à Strasbourg, c'est pareil. Ça rassure. Et pareil chez vous. Merci. Merci. C'est vraiment intéressant. On a 4 minutes de retard. On va passer quand même la présentation de Caroline Vérag.
C'est mode de conception et développement neurocognitif à 5 ans et demi d'enfants nés prématurés à propos de la cohorte équipage. Bonjour à tous, je suis le docteur Caroline Vérac, gynécologue. Ah, elle l'avait enregistré. C'est ça. Ah, c'est ça. Donc elle passe. Est-ce qu'on va pouvoir l'écouter alors peut-être c'est peut-être plus simple. Alors, où est-ce que je reviens sur... Pour les questions, par contre... Ouais, j'essaierai d'y répondre. Gynécologue obstétricien au CHU de Angers et je vais vous présenter un travail de recherche mené au sein de l'équipe Épopée qui portait sur l'évaluation du développement neurologique à 5 ans et demi des enfants nés prématurés en fonction du mode de conception en s'appuyant sur la cohorte Épipage 2. Pour mémoire, l'assistance médicale à la procréation représente jusqu'à 4% des naissances dans les pays développés et actuellement une naissance sur 15 en France. On sait que l'AMP est à l'origine de modifications épigénétiques des gènes soumis à l'empreinte. On connaît aussi l'association de l'AMP avec la prématurité et avec les grossesses multiples, elles-mêmes associées à la prématurité. Et je vous rappelle que la prématurité est associée à un moins bon neurodéveloppement. C'est pour cela qu'il nous apparaissait tout à fait légitime d'étudier le développement neurologique dans ce groupe des enfants issus d'une assistance médicale à la procréation et nés prématurément. Pourtant, actuellement, il n'y a que peu d'études à ce sujet et les différentes études sont contradictoires, d'autant plus que ces études ont des méthodologies très variables avec de petits effectifs ou encore une évaluation à des âges qui sont différents. De ce fait, le rôle de l'assistance médicale à la procréation dans le neurodéveloppement des enfants qui sont nés prématurément est encore peu clair. C'est pour cela que nous avons décidé d'évaluer le neurodéveloppement des enfants nés prématurément à 5 ans et demi en fonction du mode de conception, l'assistance médicale à la procréation versus les grossesses spontanées. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur la cohorte Épipage 2, qui est une étude de cohorte prospective menée en 2011 dans 546 maternités de France. Nous avons inclus tous les enfants nés vivants entre 24 et 34 semaines d'aménorrhée plus 6 jours et qui étaient survivants lors de l'évaluation à 5 ans et demi. Nous avons exclu les enfants pour lesquels le statut assistance médicale à la procréation ou grossesse spontanée n'était pas connu. Et lorsque le statut assistance médicale à la procréation était connu, il était nécessaire que le type de traitement reçu par la mère soit renseigné. Notre exposition était l'assistance médicale à la procréation, d'une part, toutes les techniques confondues, puis nous avons réalisé une analyse en sous-groupe, stimulation simple et insémination intra-utérine pour un premier sous-groupe et FIV-FIVIXI pour l'autre sous-groupe. Notre critère de jugement principal était le neurodéveloppement. Nous avons choisi d'étudier le développement neurologique de façon multidimensionnelle. Effectivement, le neurodéveloppement d'un enfant est un processus dynamique. On sait que les déficits moteurs apparaissent plus tôt dans la première année, alors que les déficits cognitifs et les troubles du comportement apparaîtront plus tard. Lorsqu'on évalue un enfant à 5 ans et demi, il apparaît donc plus pertinent de regarder des troubles cognitivo-comportementaux, d'autant plus qu'à 5 ans, on commence à savoir quel domaine est plus touché qu'un autre. Nous avons donc étudié le taux de paralysie cérébrale, les taux de déficit visuel et auditif, le quotient intellectuel et les troubles de la coordination. Nous avons créé une variable composite handicap regroupant paralysie cérébrale, déficit visuel et auditif et le quotient intellectuel.
Sur le plan statistique, pour gérer les données manquantes à 5 ans et demi, nous avons réalisé des imputations multiples. Nous avons fait des analyses d'abord univariées, puis multivariées, en ajustant sur l'âge gestationnel, le fait d'avoir reçu une corticothérapie anténatale et les variables sociodémographiques maternelles, comme par exemple le statut tabagique, le fait d'être en couple ou non, la catégorie socio-professionnelle ou encore le niveau d'études. Voici nos résultats. 5022 enfants sont nés vivants entre 24 et 34 semaines d'aménorrhée. Nous connaissions le mode de conception pour 4907 enfants ainsi que le traitement reçu en cas d'assistance médicale à la procréation. 4349 enfants étaient survivants à 5 ans et demi et nous avons pu évaluer 641 enfants dans le groupe assistance médicale à la procréation et 2390 dans le groupe grossesse spontanée. Sans surprise, les mères du groupe assistance médicale à la procréation étaient plus âgées, avaient un niveau d'éducation plus élevé, étaient plus souvent en activité professionnelle, avec une catégorie socio-professionnelle plus élevée et étaient moins souvent fumeuses. Nos enfants nés après une assistance médicale à la procréation étaient plus souvent issus d'une grossesse multiple, petit poids pour l'âge gestationnel, avaient plus souvent reçu une corticothérapie anténatale, étaient nés après un travail spontané en présentation dystocique et dans une maternité de niveau 3. En revanche, il n'y avait pas de différence concernant le sexe, l'âge gestationnel de naissance, les taux de malformation et le mode d'accouchement. Voici les résultats en analyse univariée. En fonction du mode de conception, il n'y avait pas de différence significative sur les taux de paralysie cérébrale, de surdité ou encore de cécité. Mais les enfants issus d'une assistance médicale à la procréation avaient un QI supérieur et il y avait moins d'enfants avec un QI pathologique inférieur à 1 ou 2 DS dans le groupe AMP. On retrouve ces résultats lorsqu'on regarde en son groupe stimulation simple insémine et FIV-FIVX. Dans le même sens, les enfants issus d'AMP ont globalement moins de handicap lorsqu'on utilise notre variable composite. Toutes ces différences disparaissent lorsque nos analyses sont ajustées sur l'âge gestationnel, le statut ayant reçu une corticothérapie anténatale ou non, et les variables socio-démographiques. Il n'y a pas de différence sur les taux de paralysie cérébrale, pas de différence sur le quotient intellectuel, pas de différence sur les troubles de la coordination et pas de différence sur notre variable composite handicap. Les forces de notre étude sont bien entendu son design, puisqu'à notre connaissance, il s'agit de la première étude de cohorte évaluant le devenir des enfants nés prématurés et issus d'une assistance médicale à la procréation. L'autre force de notre étude est sa puissance, mais aussi la qualité des données et notamment la qualité des données sociodémographiques. La dernière force de notre étude est l'évaluation du neurodéveloppement de manière multidimensionnelle qui nous apparaissait le plus pertinent. Malgré tout, cette étude n'est pas parfaite. Il y a beaucoup de perdus de vue que nous avons réussi à gérer avec les imputations multiples. Nous avons aussi réalisé des analyses en cas complet et tous les résultats vont dans le même sens que nos analyses avec les imputations multiples. Nous ne disposons pas de détails sur les types de traitements reçus par les mères dans le groupe assistance médicale à la procréation, comme par exemple les molécules de gonadotrophine ou les doses reçues. Et nous ne disposons pas de données sur les dons d'ovocytes ou les dons de sperme. Enfin, la cohorte date déjà d'il y a 10 ans, puisque le recueil de données a été réalisé en 2011. En conclusion, nous ne retrouvons pas de différence de neurodéveloppement en fonction du mode de conception chez les enfants nés prématurés lorsque l'on les évalue à 5 ans et demi. Je vous remercie de votre attention. On ne nous entend pas, mais c'est vraiment extrêmement intéressant. On n'était même pas au courant des résultats en AMP à Lille. C'est quand même dommage parce que ça nous intéresse vraiment. Alors, s'il manque des milieux socio-économiques défavorisés, il suffit de nous demander, hein, Pauline.
Je ne comprends pas où ils sont. Et les détails des traitements, etc., en 2011, tout était déjà rentré de manière ultra exhaustive dans tous nos logiciels. C'est l'intérêt de l'AMP. On a toutes les données. Alors après, les rechercher pour son Master 2, c'est pas possible, mais s'il y a une poursuite du travail, je sais pas, un deuxième volet, là, il faut absolument... C'est la cohorte épipage, donc cohorte qui a été constituée. Alors, on manquait de données parce que on a fait ce travail en co-encadrement avec l'équipe épopée de Pierre-Yves Ancel à Port-Royal. Donc cette cohorte épipage a été faite dans de nombreuses maternités, mais le questionnaire initial à l'époque n'était pas très précis sur les données d'AMP. Donc on aurait aimé par exemple avoir des données sur transfert d'embryons congé, transfert d'embryons frais, le jour des embryons transférés, etc. Avoir d'autres. On a demandé d'autres données, mais malheureusement dans leur CRF ils n'avaient pas ces données. Donc après, c'est vrai que c'est un énorme travail au niveau épidémiologique, avec des analyses qui ont été extrêmement poussées, imputation multiple, ça dépasse mes compétences. Mais durant un an, l'article vient d'être accepté dans l'American Journal, justement. Enfin, c'est pas mal intéressant. Donc on voit que c'est quand même rassurant pour toutes nos cohortes, enfin notre cohorte AMP française sur la... Oui, c'est finalement nos pratiques n'ont pas non plus. Bon, après il y a les techniques de congélation embryonnaire qui ont effectivement évolué, qu'il faudra peut-être réévaluer, mais. Comment on fait pour évaluer le QI d'un enfant de 5 ans et demi C'est avec de manière fiable? Oui, alors ça, là on a travaillé aussi avec les pédiatres et c'est avec des questionnaires validés. Donc c'est là aussi la grande force de cette étude, c'est que dans cette cohorte épipage 2, les enfants vont continuer à être suivis. Donc on aura aussi des données à 10 ans, etc. Et à 5 ans et demi, alors je ne sais plus quel type de questionnaire ils utilisent, je ne pourrais pas vous donner le nom, mais ils ont 2 questionnaires qu'ils avaient validés avec des neuropédiatres précédemment. Donc globalement, c'est tous les questionnaires qu'ils utilisent en pédiatrie pour l'aspect neurocognitif. Donc, ça donne plein d'idées d'études transversales, enfin, depuis le début de l'AMP jusqu'au suivi de l'enfant jusqu'à 5 ans, l'obstétrique, les pédiatres, les FIVistes. Et nous, ce qui nous manque et qu'on devrait mettre dans tous nos logiciels, je le dis souvent et je pense qu'on va le faire désormais à Lille et on devrait le faire au niveau national, c'est le niveau socio-économique, le CSP, le bassin de vie, pour réfléchir aux toxicités éventuelles des bassins de vie. Et c'est un peu tabou, mais il y en a marre des tabous. Je pense que ça manque dans GIFIV et MediFirst. Il n'y a pas, on a zéro info à exploiter sur ça et il faudrait vraiment, ça pourrait être étudié sur la qualité ovocytaire, sur le déroulement de la grossesse. Ouais, mais ça suffit mais pas. On n'a pas le niveau socio. Non, et ça manque. Et le CSP aussi. Enfin, le CSP et le niveau d'études aussi. Il y a quelques études, surtout américaines. Les Américains sont très décomplexés par rapport. Et l'ethnie aussi sont très décomplexés par rapport à ça. Et qui montrent qu'il y a des différences quand même d'issues de FIV et d'enfants. En fonction que l'enfant a été maltraité pendant son enfance, mais a fait des grandes études après, ou s'il a été pareillement maltraité, mais n'a pas fait de grandes études. Ça change tout son pronostic reproductif. Et quand on voit ça, on se dit, mais il faut qu'on travaille beaucoup plus sur le terrain, en fait. Bah, bravo, c'est magnifique travail, franchement. C'est accepté. Journal, bah voilà. Puis communication orale à l'Échereux, là. Elle le présente en anglais en juillet. Super. On est d'autant plus content qu'on aime la conclusion. En plus, c'est sûr que c'est des données qui sont rassurantes pour nous. Ouais. Merci à tous, c'était une super session, vraiment passionnante. C'est agréable de voir que la relève travaille. Merci à tous les jeunes.